Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'actualité ce soir. Tout d'abord, en plus bref et en image, le chef de l'État était ce matin au quartier Tombolia, c'est dans la commune de Matuto. Professeur Alpha Condé était juste venu prendre la maquette des logements sociaux des habitats de location-vente qui doivent être construits sur l'île de Ntanfan, un site de 65 hectares avec plus de 800 logements sociaux prévus. Suivez ces images du bureau de presse de la présidence de la République. Et puis, suite à l'avis de grève lancé par le mouvement syndical, une réunion s'est tenue ce dimanche entre le gouvernement, les coordinations régionales et les organisations patronales. Une occasion pour le gouvernement d'évoquer la faiblesse des ressources dont il dispose pour faire face aux nombreux besoins exprimés. Hadi Kamara, Kabassouma. C'est le siège de la coordination régionale de la Guinée forestière qui a servi de cadre à cette concertation. Les discussions portaient essentiellement sur les revendications du mouvement syndical guinéen. À cet effet, les membres du gouvernement présents à la rencontre ont tour à tour expliqué en long et en large les difficultés auxquelles l'État est confronté actuellement en termes d'aide budgétaire et de mobilisation des ressources financières. Nous leur avons expliqué la situation économique délicate dans laquelle nous nous trouvons, qui a été engendrée par 2 années de récession et avec une situation un peu délicate avec le Fonds monétaire international qui nous a défini un certain nombre de critères de performance à atteindre à fin mars 2016 et qui devrait nous permettre, normalement si nous les suivons, d'accomplir les revues 6 et 7. Alors il se trouve que si nous revenons, si nous accédons aux revendications syndicales à l'heure actuelle, nous remettrions en cause cette situation-là. Ce qui serait dommage parce que nous sommes sur une bonne tendance. Les investisseurs commencent à revenir en Guinée et remettre en cause ces critères, c'est compromettre beaucoup d'autres projets à l'avenir. L'inquiétude du gouvernement, et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était de se dire, est-ce que tout le monde est pleinement conscient des enjeux de ce qui est en train de se passer et des négociations que nous sommes en train de mener? Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qui prévaut et quelles sont les conséquences possibles des décisions qu'on va prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la réponse, à savoir que effectivement, tous les leaders d'opinion, tous ceux qui comptent en termes de prise de décision dans ce pays est conscient de l'importance des négociations qui sont en train d'être menées et s'implique pour la résolution des problèmes qui sont posés. Et donc ça nous donne un bon espoir que très rapidement nous arriverons à nous mettre tous d'accord, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour qu'on continue ce combat ensemble contre les difficultés que la Guinée traverse et qui ont été aggravées par nos contextes sanitaires. Les sages et les religieux ont lancé un appel pressant à toutes les parties à faire preuve de compréhension, de sagesse et de civisme afin de préserver la paix dans le pays. Profondément. Population
alonni tan ha yakini kini la ginema alonni tan ha yi e khatin birin khadi ha droit di yide dinde man ham fama nyamane torode aha sabure sagwe ma fala ma syndicat ha kelembede na fala ma syndicat be na fala gouvernement be e khatin on tan population na xamne longora e xala ñina na mo boy sara e khatin feda na xam fala ginebe. Si ces deux structures gouvernementales et syndicales n'arrivent pas à se comprendre sur un sujet donné, eh bien, ces structures précitées, plus les sages des 4 régions naturelles, ces sages constituent le rempart pour amener la compréhension entre ces deux structures. C'est pourquoi, sachant qu'ils ont affaire à leurs fils, qui sont membres du gouvernement, ils ont affaire à leurs fils, qui sont les membres du syndicat, il n'y a pas de raison que les sages ne parviennent à trouver une solution idoine pour le problème qui est posé. D'autres négociations sont prévues pour le lundi sur l'initiative des organisations patronales de la société civile et du Conseil économique et social du pays. Les rideaux sont tombés sur les travaux liés aux questions frontalières entre la Guinée et le Mali. Ce conclave de Conakry a regroupé spécialistes guinéens et maliens sur les questions sécuritaires. Un plan est ainsi élaboré pour préserver un climat de paix et de stabilité sur le long de cette frontière. Explication, Mohamed Lamine Kamara. Plus de 1200 km de frontières terrestres et fluviales vont être matérialisés par les spécialistes guinéens et maliens. La sécurisation des populations et de leurs biens le long des frontières sera assurée par des patrouilles mixtes des deux pays. C'est du moins ce qui ressort des recommandations issues de la rencontre ministérielle de Conakry. Au titre de la matérialisation de la frontière, 1. L'envoi d'une mission conjointe le 28 février au 14 mars 2016 pour assurer le positionnement des sites litigieux. 2. La réunion de l'équipe technique mixte de positionnement du 15 au 22 mars 2016 à Bamako, République du Mali, en vue de l'exploitation des résultats de la mission de positionnement. 3. La sensibilisation des populations frontalières par des missions conjointes composées des autorités administratives et les élus locaux sur les résultats des travaux de positionnement des sites du 1er au 5 avril 2016. 4. L'envoi d'une mission conjointe de recherche documentaire à l'extérieur du 1er au 15 juin 2016. Les deux délégations se sont félicitées de l'atmosphère de cordialité qui a prévalu tout au long des travaux. Elles ont en outre insisté sur l'observation et la mise en application stricte des recommandations. Le respect strict de tous ces engagements-là. Je l'ai bien dit, ce qui a manqué, c'est les moyens financiers et les moyens matériels. Donc aujourd'hui, les deux parties sont d'accord de mettre ces moyens à la disposition des autorités administratives. Donc rien ne s'oppose à ce que les résolutions de la rencontre de Cancan et les résolutions de la présente rencontre soient appliquées sur le terrain. Il faut prendre des dispositions pour qu'il y ait un suivi de toutes ces résolutions qui sont prises au cours de ces concertations. La signature de ce procès verbal matérialise l'engagement des présidents des deux pays à renforcer la coopération transfrontalière. Cette trajectoire se situe dans l'optique de plus de sécurité, davantage de sérénité pour nos populations, nos plaisirs des populations, ce qui suppose l'organisation de missions conjointes telles que vous le prévoyez, de missions conjointes inscrites dans le sens du raffermissement des liens de coopération entre les républiques sœurs du Mali et de la Guinée. En plus des aspects techniques, nous pensons qu'il est important que le dialogue demeure l'arme la plus sûre et la plus usitée entre les peuples maliens et guinéens. Quant à la sécurité transfrontalière, pour renforcer les liens d'amitié entre le Mali et la Guinée, les autorités des deux pays se sont offerts des souvenirs. Politique, à présent, l'Union européenne a présenté ce week-end le rapport final sur la présidentielle de 2015. Malgré quelques insuffisances organisationnelles, le rapport fait mention d'une participation élevée. Le compte rendu est signé Bernard Tonguino.
L'Union européenne tire les conclusions de son observation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Résumé en 15 points, le rapport apprécie les différentes étapes du processus et le rôle joué par les acteurs. Globalement, l'institution européenne se félicite du déroulement apaisé de l'élection en dépit des manquements techniques constatés. Nous nous félicitons surtout du fait que la démocratie semble bien arriver et installée en Guinée dans la mesure où des millions de gens, le jour de l'élection, se mettent en route pour aller voter. Ça, c'est une bonne chose. Il y a un intérêt pour la chose publique. Les gens veulent s'approprier les processus électoraux et les institutions de l'État. Parmi les manquements révélés par le rapport, plusieurs insuffisances techniques organisationnelles constatées au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons l'impression qu'il y avait de multiples déficiences en termes d'organisation matérielle, de préparation aussi. Ça ne tient pas à la mauvaise volonté de ceux qui gouvernent. Je n'insinuerai jamais rien de tel. Ça ne tient pas non plus à la mauvaise volonté de ceux qui opposent. Je n'insinuerai jamais quelque chose de tel. Mais ça tient simplement au fait que l'administration qui est en place en Guinée pour préparer les élections et en assurer l'organisation matérielle est très largement lacunaire et insuffisante pour garantir que, fois qu'une date est fixée pour des élections, il y ait un mécanisme qui se met en place, qui s'enclenche pour, étape après étape, faire en sorte que le jour de l'élection, les gens peuvent aller voter dans la sérénité, dans le calme, et c'est par rapport à quoi nous formulons toutes ces recommandations qui visent l'amélioration matérielle de la préparation et de la conduite des élections. Pour éviter d'éventuelles incohérences lors des prochaines échéances, l'Union européenne formule 20 recommandations, notamment la révision du code électoral et des lois organiques, l'audit du fichier électoral, la recomposition et l'orientation de la CENI vers une organisation purement administrative et technique afin de renforcer à la fois son indépendance et son efficacité. Dans l'actualité encore, le ministère de la Ville possède bel et bien un schéma directeur de Conakry. Il définit les différentes zones habitables et celles classées non constructives. Malgré son existence, les particuliers continuent d'occuper les emprises et réserves foncières, d'où cette opération de déguerpissement et la machine se fait toujours entendre dans la commune de Kaloum. Reportage Saint-Martin Francine-Adouno. Kaloum, une ancienne ville coloniale. Selon les professionnels de l'habitat, elle a été construite conformément au schéma directeur de la capitale Conakry, un document cadre qui réglemente toutes les activités liées à la gestion de la terre. Il définit clairement les zones habitables, non constructibles et les procédures de viabilisation de celles-ci. Malgré son existence, les occupations anarchiques des emprises et des domaines de l'État sont courantes. Depuis quelques jours, les techniciens du secteur sont dans cette commune pour libérer les voies publiques de toutes les constructions érigées sans normes. Souvent le code foncier est domanial et souvent le code de Lubans, une emprise c'est un domaine public. Un domaine public est inaliénable et imprescriptible. Maintenant, le code, ça c'est souvent le code foncier domanial. Maintenant, souvent le code de Lubans, ce code va jusqu'à dire qu'un domaine public est inattaquable. Nous sommes partis du constat de l'occupation en grande partie des emprises des voies. Et Conakry était maintenant difficile, la circulation à l'intérieur. Alors que les voies de Conakry, la plus petite emprise est de 20 mètres. C'est généralement 20 mètres et 30 mètres. Donc suffisamment prévu pour libérer vraiment la circulation et que la circulation soit fluide, sans problème. Les piétons ont leur zone de circulation et les véhicules aussi sans problème. Cette opération de déguerpissement des emprises va toucher les différents quartiers de Kaloum. Le ministre de tutelle a souhaité que ces cadres échangent avec les occupants pour comprendre comment les lieux ont été anarchiquement occupés avant l'arrivée des machines. Ce que je constate avec regret, c'est le fait que un mauvais travail a été fait par mes services de Kaloum. Je ne voudrais pas que dans mes actions de tous les jours, qu'un seul Guinéen, fût-il démuni ou à la retraite ou vieux ou jeune,
sentent par nos opérations que nous visons des gens et que nous ne visons pas d'autres personnes. Nous avons dit que c'est tous les Guinéens qui sont concernés, tous ceux qui se trouvent dans les emprises. Il n'y aura pas de Guinéens supérieurs ni de Guinéens inférieurs. Et ce que j'ai décidé là sera fait. Le lundi, je prendrai la décision de suspension de la direction communale de Kaloum pour ces actes que j'ai constatés aujourd'hui et qui m'ont révolté. Sur le corridor Palais du Peuple, marché Niger-Sécouturia, les machines vont démolir tous les encombrements physiques des taudis et autres types d'habitats qui empêchent les engins et les personnes de circuler librement. Après le passage des machines, Kaloum devrait retrouver l'image d'un pôle d'attraction digne de nom. Des infrastructures de qualité pour une formation de qualité sur le cheval de bataille des responsables de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Plus de 50 ans après sa création, cette institution d'enseignement supérieur mérite une nouvelle image, d'où cette floraison de chantier sur ce temple du savoir. Voici le constat de notre reporter Francis Collier. Création en 1962 sous le nom de Institut Polytechnique de Conakry, l'université Gamal Abdel Nasser n'a jamais bénéficié d'investissements d'envergure pour la remise à niveau des infrastructures et équipements. Aujourd'hui, grâce à la dynamique de l'excellence soutenue par le président de la République, de nouveaux chantiers sont ouverts pour la réalisation d'un bloc administratif, d'un amphithéâtre, d'un bloc d'études, de laboratoire et celui de la scolarité. Le gouvernement de la Troisième République a lancé un programme de rénovation et d'extension de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dans 2 ans ou 3 ans au maximum, ces travaux vont prendre fin et l'université va vraiment recouvrir un autre visage. À côté de ces infrastructures en chantier, des travaux d'aménagement d'espaces de loisirs sont en cours. Un cadre de vie estudiantine se crée progressivement dans cette dynamique de l'excellence. Les laboratoires se multiplient et les équipements se renouvellent grâce au renforcement de la coopération. Nous avons jugé utile de renforcer la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée pour l'échange scientifique entre nos enseignants-chercheurs. Le second laboratoire, qui est le laboratoire d'expertise et d'analyse, ça va nous permettre d'analyser les eaux minérales que nous buvons à longueur de journée pour tester telle eau est potable, telle eau n'est pas potable. Notre centre de technologie de la petite hydroélectricité de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a pour but de former ceux qui ont eu déjà leur licence en hydrotechnique, de rendre leur formation pointue. La réalisation de ces ouvrages en cours obéit au principe du relèvement de niveau de formation universitaire guinéenne, des infrastructures et équipements de qualité pour une formation de qualité. Les chercheurs guinéens à l'école des méthodes de planification des thématiques de recherche scientifique, c'est une synergie. Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et ministère de l'enseignement supérieur en toile de fond contribuent à l'amélioration du système de recherche en Guinée. Hadia Toubari pour les détails. Durant 6 jours, ils se sont focalisés sur la recherche scientifique. Des sujets de recherche liés à la santé, l'agriculture, l'environnement et autres secteurs sont débattus. L'enjeu est de renforcer les capacités des chercheurs guinéens à l'élaboration des projets de recherche scientifique. Nous sommes partis d'abord de la gouvernance et l'administration de la recherche, parce que c'est ça qui guide le statut et l'environnement du chercheur. Avec cet ensemble, comment ils peuvent développer des projets dans leur secteur spécifique, mais en regardant aussi d'autres secteurs. Les priorités étaient développées ensemble, les grandes lignes de recherche avec les participants, avec vraiment une approche participative. Premier du genre en Guinée, ce forum scientifique a regroupé une 50aine de chercheurs. Ils sont venus des différents instituts de recherche du pays. Au terme des travaux de groupe, 25 thématiques de recherche sont identifiées par les participants. L'important pour nous doit être de continuer à planifier, à garder l'œil sur la cible, à poser des actes, à persévérer dans la discipline et désirer absolument réussir. Le renforcement des capacités opérationnelles des scientifiques est une priorité du ministère en charge de la recherche scientifique, d'où son engagement à accompagner ce projet.
C'est notre obligation, à partir de maintenant, d'encadrer ces chercheurs, de leur donner les moyens nécessaires pour poursuivre leurs recherches, qu'ils puissent participer à ce monde de la recherche, là, parce que la recherche, il ne faut pas être en vase clos, il faut avoir un réseau. Donc ça développe leur réseau de chercheurs. Je voudrais, au nom de l'ambassade de Suisse, féliciter les deux parties pour le sérieux observé tout au long de l'atelier et pour les résultats obtenus. Par le biais des bourses de la Confédération suisse, des chercheurs guinéens pourraient intégrer le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, initiateur de la rencontre. Créé en 1951, ce centre compte à ce jour plus de 200 chercheurs scientifiques de plusieurs pays africains. La Guinée a célébré ce samedi la journée internationale tolérance zéro mutilation génitale féminine. Cette année, la journée a été célébrée à Keketou. Elle est dédiée à Kumba Tongino, une fille de 5 ans décédée après avoir subi l'excision. Mohamed De Camara, de retour de Keketou. La célébration de cette journée permet d'évaluer la situation des mutilations génitales féminines dans le monde. En Guinée, la 13e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est dédiée à la mémoire de Kumba Tongino, une fille de 5 ans tombée sous le couteau d'une exciseuse dans la localité de Mongo, située à 20 km de la commune urbaine de Gekedou. Gouvernement, partenaires, ONG de défense des droits des femmes et communautés lancent la sonnette d'alarme pour l'abandon de la pratique. Je traverse aujourd'hui des douleurs dans mon cœur parce qu'une de nos amies nous a laissé Mafanta Tongino, âgée de 5 ans seulement, à travers l'excision. C'est de dire à mes parents d'arrêter et de nous donner les traumatismes, les maux de ventre dans nos corps. Nous pouvons être déformés. Il y a plusieurs enfants au moment de l'excision. Leur démarche est complètement changée. Donc c'est de les conseiller car il y a assez de conséquences. La dignité humaine de la femme, à jouir de son intégrité physique, est matérialisée par la célébration de cette journée. Malgré la volonté du gouvernement et ses partenaires, le combat est loin d'être gagné. La Guinée occupe la 2e place des pays qui pratiquent encore les MGF avec 97% des femmes excisées. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément commerce. En plus bref, le secteur de la ferraille a le vent pour Guinée ce dimanche. Les acteurs de la filière ont inauguré leur plateforme située à Aviation. Cet espace de près de 4000 hectares offert par le chef de l'État est désormais opérationnel pour la commercialisation de la ferraille. Un mot de religion, l'esplanade de la grande mosquée Faisal a servi de cadre à une journée de prière pour marquer la fin du virus Ebola en Guinée. C'est une initiative de l'association pour le Grand Manding et la Fondation pour le développement de la culture islamique de Bissi Krima. Nabi Zakaria Bangoa nous signe ce reportage. C'est une conférence islamique marquée par des prières et bénédictions. Elle est animée par les érudits et prédicateurs de renommée internationale. Youssouf Djibo du Burkina Faso, Abdel Majid Kassobia du Congo, Elhadj Ousmane Madani Chérif Aïdara du Mali et Elhadj Suleiman Bahar Condé de Guinée. C'est une initiative de l'Association pour le Grand Manding en accord avec la Fondation pour le développement de la culture islamique de Bissi Krima. La cérémonie de prière et la conférence islamique qui nous réunit aujourd'hui a pour objet essentiel de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant. Notre pays vient de traverser une des périodes les plus difficiles de son histoire. La venue de Ebola dans notre pays, ainsi que certains autres pays voisins, a été une épreuve à laquelle le bon Dieu nous a soumis pour éprouver notre foi. Nous ne voulons plus en Guinée de crise, car la Guinée a beaucoup souffert. Il s'impose alors à tout un chacun de maintenir les acquis et s'efforcer de travailler pour l'assouplissement
des souffrances en consentant d'énormes sacrifices, surtout à cette période d'après Ebola. Pour approfondir les connaissances des fidèles musulmans, les spécialistes ont magnifié la grandeur de Dieu, créateur de l'univers et son envoyé, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Pour eux, l'islam ne rime jamais avec la violence. La façon de dire merci à Dieu, c'est pourquoi on a amené les 4 personnes-là de venir prier pour la Guinée, le gouvernement et notre compatriotes qui sont disparus pour une maladie comme ça. On n'a rien à dire à Dieu sauf de dire merci. Et notre pays, je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Plus important aujourd'hui, le peuple guinéen doit connaître que si on fait venir ces gens-là, seulement c'est de venir prier pour nous, de nous aider dans notre difficulté. La journée est couronnée par des prières et bénédictions dites pour que règne en Guinée la paix et l'unité nationale. Page noire, Jean-Marie Soumaoro Douré, ancien député de l'Assemblée nationale, a bénéficié ce samedi des derniers adieux de ses collaborateurs et amis décédés le 29 janvier dernier à Conakry. L'honorable Jean-Marie Soumaoro Douré a été un vaillant combattant sur l'échiquier politique guinéen. Marie-Angélique Bangoua revient sur le parcours de l'homme. Devant la dépouille de feu Jean-Marie Soumaoro Douré, les proches, les amis, les collaborateurs vivent un moment de recueillement et de consternation. Ces derniers instants sont pleins d'émotions. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Nous venons de Dieu, nous séjournons sur la terre et nous retournons à Dieu. Il a fait son temps, le temps qui lui était prescrit sur la terre, et il a bien passé son temps. Parce que il a passé son temps au service de sa famille, au service de ses amis, au service de sa nation, de son pays, la Guinée. Génie, éloquent, respectueux, fascinant, intellectuel, sage, comique, homme d'action, telles sont quelques descriptions faites par ce beau monde qui entoure Jean-Marie Soumaoro Douré. Je l'ai connu depuis mon enfance, en 1957. Quand il venait de rentrer de la Côte d'Ivoire en tant qu'instituteur, je retiens de lui un homme très intelligent, un homme courageux, un homme rassembleur, un homme qui savait distraire amicalement les gens lorsque les situations étaient tendues. Jeune, il a été très intelligent, très brillant à l'école. Et je crois qu'il n'a gardé un souvenir qui faisait qu'il était très sûr de lui, très certain de lui. On l'a vu, il a été député, chef de parti, premier ministre. Et pour moi, toutes les charges dont il a été investi, il s'en est acquitté avec perspicacité, avec efficacité. Président de l'UPG, l'Union du peuple de Guinée, Jean-Marie Soumaoro Douré est l'un des artisans de la démocratie et de la réconciliation nationale. L'honorable Jean-Marie Douré a été, comme je le disais de son vivant, un des meilleurs animateurs de notre Assemblée nationale au milieu d'une majorité parlementaire forte et jalouse de ses acquis et une opposition vigoureuse et déterminée à défendre ses positions. C'était un homme humble, cultivé et fin, qui nous a beaucoup appris. C'était un monsieur qui avait beaucoup d'écoute et qui savait simplifier son message, qui communiquait beaucoup. Personnellement et tous les membres du gouvernement de transition, nous avons beaucoup appris en travaillant avec lui. Âgé de 78 ans, Jean-Marie Soumaoro Douré, l'homme politique averti, nous abandonne sur le chemin du combat pour une Guinée unie et prospère. Jean-Marie Soumaoro Douré reposera éternellement auprès des siens, à Bossou, son village natal. Ce dimanche, donc, l'honorable Jean-Marie Soumaoro Douré a été enterré à Bossou, dans son Lola natal. Et puis l'âge Mohamed Koula Diallo, journaliste, reporter du site d'information générale à Guinée 7, a été enterré lui aussi ce dimanche au cimetière de Solo Primo, commune de Ratoma. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. C'est le ministre de la Communication qui a représenté le gouvernement. Le film de la cérémonie, c'est avec Mohamed III Camara, Ibrahim Porto Diallo.
Koula Diallo, ce journaliste de Guinée7.com, est tombé la plume en main le vendredi 5 février au siège de l'IFDG. El Haj Mohamed Koula Diallo a regagné sa dernière demeure ce dimanche au cimetière des Bombouli dans la commune de Ratoma après la prière de 14 heures. Parents, amis, collaborateurs et une forte délégation de la communication lui ont rendu un dernier hommage. Quand on voit la manière dont il nous quitte, surtout, ça nous effraie parce qu'il est parti de façon tragique. On aurait souhaité encore que le jeune soit avec nous pour évidemment essayer d'apprendre beaucoup plus parce qu'il s'était vraiment investi. Donc son départ, je peux dire sa mort, ça nous crée vraiment vite, difficile à combler. On a logé une balle dans la poitrine d'un journaliste en plein exercice de son métier. Donc une balle logée dans la poitrine de la presse, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et tout. Donc je souhaite que justice soit rendue. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a envoyé une enveloppe financière pour les funérailles. Le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, accompagné du directeur du bureau de presse de la présidence, les représentants de la haute autorité de la communication, a, au nom du chef de l'État, présenté les condoléances à la famille du défunt. Je remercie toute la presse guinéenne, toute la presse, tous les médias. Je les remercie vraiment au nom de la famille Diallo. Je remercie le gouvernement. Je remercie tous les gens de près ou de loin qui ont contribué à un enterrement vraiment honorable pour El Haj Mohamed Diallo. Âgé de 42 ans, El Haj Mohamed Koula Diallo nous quitte après avoir servi dans l'Indépendant, l'Enquêteur, le Républicain, le Journal de la Bissigui, celui du Goa, le Panafricain, Africa.com et Guinée7.com, en laissant derrière lui une veuve et une fille de 3 ans. Dors en paix, mon cher ami El Haj, que la terre de Guinée que tu as tant servi te soit légère. Amen. Enfin, en plus bref, CHAN 2016, la 4e édition a pris fin ce dimanche au Rwanda. En finale, la RDC a battu le Mali sur le score de 3-0, mais auparavant, le choc des pachydermes au pays des 1000 collines a tourné à l'avantage de la Côte d'Ivoire qui a dominé le Sidi local 2-1 lors de la petite finale. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. À bientôt.